Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 1er juin 2026. Avant de débuter la séance, M. le maire Guertin annonce qu'il souhaite présenter quelques sujets. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 1er juin 2026. Donc, j'aimerais aborder, avant de commencer officiellement la séance, 4 sujets avec vous. Le premier concerne la fin, en fait, du défi des pissenlits. Donc, le mois de juin arrive aujourd'hui, puis avec lui, la fin du défi. Donc, nous avons encouragé au cours du dernier mois à laisser la nature faire son œuvre de garde-manger pour nos pollinisateurs. Merci à tous ceux qui ont participé. Nos équipes des travaux publics ont pendant cette période entretenu les terrains sportifs et autres îlots de verdure prioritaires, mais reprennent maintenant le travail dans l'ensemble de nos parcs et espaces verts. La Semaine nationale des travaux publics, venant tout juste de se terminer, j'en profite pour les remercier pour leur important travail au sein de notre ville. En fait, leurs équipes sont derrière de nombreuses tâches qui nous permettent de profiter de notre milieu de vie tout au long de l'année. Entretien des rues, des trottoirs, des pistes cyclables, entretien et installation d'équipements dans les parcs, et j'en passe. Merci sincèrement pour votre contribution, chers artisans des travaux publics. J'aimerais maintenant revenir sur notre certification de ville amie des oiseaux. Non seulement nous sommes une ville amie des abeilles, des monarques, mais nous voilà également amis des oiseaux. En plus de tous nos autres statuts comme ville amie des enfants, des personnes aînées, à Mont-Saint-Hilaire, on aime notre communauté, sa biodiversité, puis on en prend soin. Qu'est-ce qu'une ville amie des oiseaux? Mais il s'agit d'une ville engagée qui, par ses actions, agit pour réduire les principales menaces qui pèsent sur les oiseaux, protège leur habitat et informe la population sur les gestes qu'elle peut poser au quotidien pour protéger l'avifaune. Par exemple, à Mont-Saint-Hilaire, on a un refuge d'oiseaux migrateurs de 985 hectares, une réglementation unique concernant les cheminées puis pour la nidification des martinets ramoneurs. Puis on collabore avec une station de recherche, notamment du Cégep Saint-Laurent, pour un projet de suivi des oiseaux. Cette certification nous est donc donnée par Nature Canada, puis nous sommes parmi les rares villes au Québec à l'avoir obtenue, puis on peut en être fiers. Merci à l'administration municipale pour les démarches ainsi qu'aux citoyens et citoyennes membres du Comité consultatif en environnement et développement durable pour avoir rendu cela possible, ainsi que Connexion Nature et la Société d'ornithologie de la vallée du Richelieu pour leur coup de pouce. Troisième annonce, c'est malheureusement concernant des cas de rage du raton laveur. Donc, je l'ai mentionné précédemment, à Mont-Saint-Hilaire, en fait, on a la biodiversité à cœur, puis plusieurs animaux se trouvent dans nos milieux naturels, notamment des chauves-souris, des ratons laveurs, des moufettes et des renards. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs nous a informés d'un premier cas de rage du raton laveur à Mont-Saint-Hilaire cette année, un cas de rage qui peut se propager rapidement chez ces animaux. Il est important de vous rappeler qu'en aucun cas, vous devez relocaliser des animaux sauvages. Faites appel à des experts si jamais vous avez des nuisances associées à la faune sauvage. Protégez vos animaux domestiques en les faisant vacciner, puis évitez de les laisser sans supervision à l'extérieur. Une grande tournée pour de l'épandage manuel d'appâts vaccinaux est en cours en Montérégie, près des zones boisées, des cours d'eau et des bâtiments abandonnés. Mais si vous trouvez un animal au comportement agressif ou encore décédé, signalez-le immédiatement au ministère. Je vous invite à consulter notre site Internet ou aller sur le site du ministère de l'Environnement pour plus d'informations. Plusieurs conseils y sont offerts. Demeurons en fait vigilants. Finalement, vous remarquerez qu'il y a plusieurs photographes qui sont à l'œuvre sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire. Au cours des dernières semaines, et ce jusqu'à la fin de l'été, plusieurs inspecteurs, arpenteurs et autres professionnels partenaires de la ville sillonneront les rues de Mont-Saint-Hilaire et procéderont à des relevés photographiques. Un de ces relevés relève de la MRC de la vallée du Richelieu afin de faire l'inventaire de notre patrimoine bâti. Plus de 345 immeubles sont identifiés dans cette tournée. Pour toute la période estivale, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts procédera quant à lui à des travaux de caractérisation des bâtiments sur les propriétés riveraines de la rivière. Vous les verrez donc circuler principalement sur le chemin des Patriotes. Finalement, une inspectrice de la ville fait quant à elle de la collecte de données pour les immeubles commerciaux.
Toutes ces personnes sont autorisées à circuler et à aller prendre des photos sur des propriétés privées. En cas de doute, n'hésitez pas à communiquer avec le CLIC, notre Centre local d'information citoyen, afin de valider l'information. Vous pouvez les rejoindre au 450-467-CLIC ou par courriel au clic@villemsh.ca. Après l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Morin, M. Guertin explique la procédure pour la première période de questions et rappelle aux citoyens de donner leur nom afin que tous puissent avoir l'occasion de prendre la parole selon une pige au sort. Comme à l'habitude, les questions des citoyens seront présentées avant les points concernés à l'ordre du jour. Par la suite, M. le maire présente les faits saillants du rapport financier 2025 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Qu'au 31 décembre 2025, les activités financières se sont soldées avec un excédent de fonctionnement consolidé de 2 857 200 $, équivalent à 5,6 % du budget de la Ville. Cet excédent résulte d'un ensemble de facteurs favorables. D'une part, plusieurs sources de revenus ont dépassé les prévisions budgétaires, notamment les droits de mutation en hausse de 2 371 300 $, revenus par ailleurs variables d'une année à l'autre, entre autres en fonction du nombre et de la valeur des transactions immobilières qui ont lieu sur notre territoire. Les revenus de taxation et de tenant-lieu de taxes ont été supérieurs de 464 600 $. Les revenus provenant de la location du manoir Rouville-Campbell pour 298 500 $ et la subvention relative aux matières recyclables qui, elle, a été de 232 800 $. D'autre part, les dépenses en immobilisation financées par le Fonds général ont excédé le budget de 1 551 600 $, principalement en raison de l'acquisition de lots de milieux naturels et de l'adoption d'un mode de financement différent de celui prévu au programme triennal d'investissement, qu'on appelle affectueusement le PTI. Donc, par ailleurs, plusieurs économies ont été réalisées sur le plan des dépenses. 266 700 $ reliés à la masse salariale, et donc c'est une dépense en moins. 269 800 $ découlant de remboursements de surplus versés par la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu et de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. 200 100 $ attribuables à certains retards dans le renouvellement de la flotte de nos véhicules et le coût de l'essence à la pompe qui a été moindre que budgétisé. 217 900 $ liés au programme de subvention de la Société d'habitation du Québec qui a malheureusement arrêté certaines activités. Finalement, les organismes contrôlés, nos régies, ont légèrement atténué le surplus consolidé pour un montant de 105 400 $. Maintenant, on s'attarde plus précisément au surplus. Et donc, les surplus que la Ville a générés cette année sont répartis en fonction de la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés, donc tous nos excédents accumulés. Ces sommes serviront à soutenir des projets structurants qui généreront des effets bénéfiques pour l'ensemble de la population hilaire-montaise. Cette politique est disponible sur le site de la Ville, sur la page des politiques municipales. Le surplus local sera redistribué comme suit. 296 300 $ au fonds de roulement, 444 400 $ dans la réserve financière dédiée à la protection des milieux naturels, 148 200 $ dans le surplus réservé à la protection et à la mise en valeur du patrimoine immobilier, soit 5 % des surplus, 148 200 $ dans le surplus réservé à l'habitation et l'abordabilité, ou également équivalent à 5 % des surplus. 564 700 $ dans le surplus réservé au remboursement anticipé de la dette afin de rembourser le dernier terme de renouvellement des emprunts à la charge de l'ensemble des citoyens et des citoyennes. 1 317 650 $ dans le surplus réservé au projet d'investissement et 43 150 $ distribués dans différents surplus réservés prévus à la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés. Investissement. Donc, en 2025, la Ville a investi au total 15 300 000 $ dans des immobilisations, soit 788 000 $ pour l'acquisition de lots de milieux naturels, 9,5 millions de $ pour des travaux de resurfaçage, de réfection d'infrastructures ainsi que d'aménagement en mobilité active sur plusieurs rues, dont les rues de La Salle, Lévis, Grenier, Sainte-Anne et Provencher, et pour la réfection de conduites d'eau potable du boulevard Sir Wilfrid Laurier, la route 116, et du chemin Benoît.
4,4 millions pour la finalisation de la rénovation du centre aquatique et l'acquisition du 325 boulevard Honorius-Charbonneau. 383 000 pour l'acquisition de matériel et d'équipement et 217 000 pour l'aménagement de la place à l'Hiver-Montais et du parc Ernest-Choquette et la réalisation de la phase 1 de l'éclairage des terrains sportifs qu'on trouve au parc du Refuge global, qu'on appelait jadis le parc multisport. Donc, maintenant, on peut se poser des questions sur le contrôle de la dette à l'ensemble. Donc, au 31 décembre 2025, la dette à l'ensemble se situait à un montant de 41 900 000 soit une augmentation de 1 480 500 par rapport à 2024. Donc, si on regarde l'évolution de la dette dans le temps, notre dette en 2023 était de 41 500 000 En 2024, elle a baissé à 40 400 000 et en 2025, elle se retrouve à 41 900 000 Maintenant, les notes de notre vérificateur comptable sur nos états financiers. Je vous rappelle que ceux-ci ont été faits par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et c'est eux qui ont fait, dans le fond, nos audits. Ils ont plus spécifiquement audité l'état de la situation financière, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets et donc de la dette nette et l'état des flux de trésorerie au 31 décembre 2025. La firme confirme, à l'exception de la réserve dans le cadre de l'application du nouveau chapitre SP 3280 sur l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisation, que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2025. Ces états sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers consolidés peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca. M. Meillard présente la résolution concernant la diffusion du rapport financier. Considérant l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, considérant le dépôt par le maire de son rapport sur les faits saillants du rapport financier 2025 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, je propose que le texte du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2025 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit publié dans le journal L'Œil régional ainsi que sur le site de la Ville. Comme on le sait, tous les citoyens de Mont-Saint-Hilaire bénéficient d'un tarif réduit pour l'accès à la réserve naturelle Gold du Mont-Saint-Hilaire. Mme Georget présente le point relatif au programme de remboursement partiel d'abonnement à cette réserve. Alors, la Ville soutient l'activité physique en remboursant une partie de l'abonnement à la montagne, au centre de la nature. Donc, considérant que l'Université McGill assure la gestion du programme de rabais accordé aux citoyens de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'accès à la réserve naturelle Gold, considérant que la Ville finance déjà elle-même ce programme et qu'elle souhaite désormais en assurer l'administration complète, incluant le traitement des demandes de remboursement et le suivi administratif, je propose que ce Conseil approuve l'adoption du programme de remboursement partiel pour l'achat d'un abonnement annuel pour l'accès à la réserve naturelle Gold de l'Université McGill du Mont-Saint-Hilaire. À la première période de questions, un citoyen avait demandé des explications concernant l'entente intermunicipale de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Monsieur le maire lui avait répondu. J'aimerais savoir ce qui va arriver avec l'entente pour la Régie de l'eau. On va-tu prendre l'eau ailleurs ou on n'aura pas d'eau? Non, M. Bergeron, on ne fait que signifier à nos partenaires municipaux ainsi qu'à la Régie, puis au ministère des Affaires municipales qu'on souhaite revoir l'entente pour notamment en bonifier les règles de gouvernance. Est-ce que toutes les municipalités font ça ou on est... La Ville de Saint-Mathias a déjà signifié la même intention que nous, puisqu'ils sont membres de la Régie de l'eau potable. Donc, non, on n'est pas les seuls. Parfait, merci. Par la suite, M. Tonnerre présente le point relatif à cette entente. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fait partie des villes et municipalités membres de la Régie intermunicipale de l'eau et de la vallée du Richelieu, considérant que la Ville juge opportun d'engager des échanges avec les municipalités membres afin d'examiner la possibilité d'apporter des modifications à l'entente ainsi qu'au règlement de régie interne, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire informe les autres municipalités membres de la RIEVR de sa volonté d'engager des discussions visant à examiner l'opportunité d'apporter des modifications à l'entente actuellement en vigueur ainsi qu'au règlement de régie interne et donne donc à cette fin un avis de
non-renouvellement, conformément aux dispositions de l'article 11.2 de l'entente intermunicipale du 1er janvier 2017 de la Régie intermunicipale de l'eau et de la vallée du Richelieu. Toujours à la première période de questions, le même citoyen avait demandé des éclaircissements concernant 5 demandes de modification réglementaire privée applicables à plusieurs zones. Monsieur le maire donne des explications afin de mieux comprendre ces demandes. L'item 12, il y en a plusieurs là, avec le même titre, demande de modification réglementaire privée. Ça veut dire quoi? Puis C18, c'est où? C18 et H24. Demande de modification au règlement privé modifiant les zones. Oui, alors essentiellement, vous savez, la ville se fait poursuivre par certains propriétaires de l'ancienne zone A16, maintenant qu'on appelle le secteur urbain du chemin de la montagne. Et tous les propriétaires, donc que vous verrez à la résolution 12, 13, 14, 15 et 16, les propriétaires, dans le cadre d'une négociation qu'il y a eu à l'amiable, une conférence de règlement à l'amiable qu'on a eue devant un juge, bien, ont demandé de revoir les règlements applicables sur les zones où ils possèdent des terrains. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit ces demandes de modification de règlements-là et on les soumet pour un avis auprès du comité consultatif en urbanisme. C'est quoi les changements qui arrivent là? Parce que contestation au point, est-ce que c'est seulement ça? En fait, ils veulent nous faire des suggestions sur le cadre réglementaire qui a été adopté. Puis, bien, on a accepté dans le cadre de cette entente à l'amiable qui nous oblige en rien, mais on a accepté d'entreprendre ce processus-là conformément à notre règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme, puis on va analyser leurs demandes comme on le ferait pour n'importe quel autre demandeur privé. Mais C18, c'est où précisément? C18, pour vous donner une idée, c'est l'entrée de la ville. Oui, l'ancienne pépinière Eau Claire. Ah, OK. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Par la suite, les 5 points concernant ces demandes sont présentés par M. Morin, M. Meillard, Mme Thibault, Mme Georget et M. Toner. Donc, considérant la réception d'une demande de modification réglementaire privée visant les lots 6 643 225, 6 643 227 à 6 643 229, 6 630 862 à 6 630 866 et 6 632 356 au cadastre du Québec, lesquels sont situés à l'intérieur des zones C18, chemin Osias-le-Duc et chemin de la Montagne. Considérant que toute demande de modification réglementaire privée est assujettie aux dispositions de la section 2.3 du règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme. Par conséquent, je propose que ce Conseil mandate, conformément à l'article 2.3.2 du règlement numéro 1362 sur l'administration de la réglementation d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour mener une étude détaillée de la demande de modification réglementaire déposée. Considérant la réception d'une demande de modification réglementaire privée visant les lots 1 815 253, 1 815 255 à 1 815 257 au cadastre du Québec, lesquels sont situés à l'intérieur de la zone A12 sur le chemin Osias-le-Duc. Considérant que toute modification réglementaire privée est assujettie aux dispositions de la section 2.3 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », donc je propose que ce Conseil mandate conformément à l'article 2.3.2 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour mener une étude détaillée de la demande de modification réglementaire déposée. Alors, considérant la réception d'une demande de modification réglementaire privée visant les lots 2 482 100, 3 271 283 et 6 441 068 au cadastre du Québec, lesquels sont situés à l'intérieur des zones H121 et H122, chemin Osias-le-Duc.
considérant que toute demande de modification réglementaire privée est assujettie aux dispositions de la section 2.3 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », je propose donc que ce Conseil mandate, conformément à l'article 2.3.2 du règlement numéro 1362, intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour mener une étude détaillée de la demande de modification réglementaire déposée. Considérant la réception d'une demande de modification réglementaire privée visant les lots 6 582 869 et 6 582 871 à 6 582 876 et 6 611 795 au cadastre du Québec, lesquels sont situés à l'intérieur des zones H124 et H125, toujours sur le chemin de la montagne. Considérant que toute demande de modification réglementaire privée est assujettie aux dispositions de la section 2.3 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », je propose que ce Conseil mandate, conformément à l'article 2.3.2 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour mener une étude détaillée de la demande de modification réglementaire proposée. Considérant que la réception d'une demande de modification réglementaire privée visant les lots 6 659 903 à 6 659 905 et 6 659 907 au cadastre du Québec, lesquels sont situés à l'intérieur de la zone H124, chemin de la montagne, considérant que toute demande de modification réglementaire privée est assujettie aux dispositions de la section 2.3 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme ». Je propose que ce Conseil mandate, conformément à l'article 2.3.2 du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour mener une étude détaillée sur la demande de modification réglementaire déposée. M. Meyer présente l'octroi du contrat concernant les services professionnels pour la réfection de l'École Sacré-Cœur. Je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Beaupré, Michaud et Associés architectes au montant de 776 905, incluant les taxes, concernant les services professionnels regroupés pour la réfection du 265 rue Saint-Hippolyte, l'École Sacré-Cœur, dans le cadre du contrat BAT-AO26-01, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que pour rendre les crédits disponibles par l'octroi de ce contrat, le Conseil autorise le transfert des montants identifiés ci-dessous en provenance de différents surplus affectés. Donc, une somme de 156 639 $ à partir du surplus affecté patrimoine immobilier et une somme de 452 600 $ à partir du surplus affecté École Sacré-Cœur. Donc, on voit qu'on prend des fois l'argent des fonds qu'on a déjà réservés. M. Morin présente le point relatif à l'octroi du contrat concernant l'analyse du potentiel géothermique. Oui, donc c'est une action qui découle d'un des chantiers de notre plan climat qui vise à favoriser la transition vers la décarbonation des bâtiments. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de GBI Esper Conseil Inc. au montant de 223 093,70 $, incluant les taxes, dans le cadre du contrat AME 26-04 concernant l'analyse du potentiel géothermique et scénario énergétique communautaire, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat, que le dit contrat d'une durée d'1 an, soit pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le tout selon les termes et conditions du devis, considérant qu'il y a les crédits disponibles. À la troisième période de questions, M. Daniel-Éric Saint-Onge fait la lecture de la question de M. Yannick Levasseur et M. Gartin y répond. Avec 76 incendies d'origine humaine en avril 2026 au Québec, selon la SOPFEU, la Ville s'engagerait-elle à modifier son règlement pour interdire tout feu extérieur sur son territoire et ainsi protéger la réserve de la biosphère du Mont-Saint-Hilaire?
Bien, vous avez porté cette question-là, notre attention à plusieurs reprises par le passé. Je vais vous répondre sensiblement la même chose. On est toujours dans l'attente, en fait, d'un rapport de la Communauté métropolitaine de Montréal qui a mené des consultations, notamment sur les feux extérieurs. Et ce n'est pas sans démarche, mais ce rapport-là n'a pas encore été rendu public, puis n'a pas encore été présenté au conseil d'administration de la CMM. Donc, on est toujours dans l'attente. Ceci étant dit, je réitère notre engagement envers la protection du Mont-Saint-Hilaire, notamment de le protéger des feux. Et on est, comme je vous ai dit, par le passé, dans une démarche de révision du règlement d'incendie. Maintenant, si vous avez des préoccupations à l'égard des feux extérieurs spécifiques, notamment peut-être associés aux pratiques de certains de vos voisins, mais je ne peux que vous encourager à communiquer directement avec vos voisins, peut-être d'entamer une démarche de médiation avec eux, de façon à pouvoir possiblement trouver un terrain d'entente, mais soyez assurés qu'on va être vigilants à l'égard des feux extérieurs et notamment des interdictions de la SOPFEU, comme vous nous avez fait remarquer dans votre préambule de questions, de façon à assurer l'intégrité de la montagne. Soyez-en assurés. La levée de l'Assemblée est demandée à 20h20 par M. Toner. Sur ce, si vous souhaitez revoir l'ensemble du Conseil de ville du 1er juin 2026 de Mont-Saint-Hilaire, vous n'avez qu'à aller sur le site indiqué au bas de l'écran. Et on se revoit le mois prochain.